Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. Alors, comme le disait Kumbi, ça ne vous aura pas échappé, c'était la Fashion Week et donc le retour des défilés et des modeuses dans les rues de la capitale. Alors moi, personnellement, contrairement à Kumbi, je m'intéresse pas forcément au milieu de la mode, même si j'aime la mode en soi. Donc du coup, on va parler du culte de la maigreur qui revient en force, de la mode de l'héroïne chic, de l'inclusivité sur les podiums, toujours vraiment pas au rendez-vous, et de plein d'autres sujets, de tout ce que tu as pu voir aussi pendant la Fashion Week. Ouais, mais du coup, moi, j'aime bien la mode, mais franchement, quand je les suis, je me dis franchement que c'est pas ma place parce qu'il y a rarement des femmes et des gens qui me ressemblent. C'est très l'entre-soi, c'est très blanc, c'est très mince, c'est très parisien. Mais du coup, là, on va parler un peu du coup de l'historique et depuis quand en fait les mannequins sont maigres et pourquoi elles ne sourient plus. Donc ça a commencé dans les années 80. Il y avait ces leggings fluo, ces crop-tops sur les bodybuilders. Je sais pas si tu sais, mais les crop-tops sont de base issus du sport. Ouais, du sport et du vestiaire masculin. Et il y avait aussi les top modèles. Donc je pense que la mode n'a jamais été aussi excitante que dans les années 80 où il y avait des Cindy Crawford, des Linda Evangelista, des Christy Turlington qui illuminaient vraiment les défilés. Oui, il y avait vraiment des figures. C'était vraiment des stars. Bien sûr, le corps était mince, mais il était musclé, il était athlétique et il semblait respirer un peu la santé et être plus sain que la maigreur actuelle. Elles étaient tellement des personnalités à part entière qu'elles faisaient de l'ombre aux marques pour lesquelles elles défilaient. Et les gens venaient voir Naomi, les gens venaient voir Carla Bruni plutôt que Versace et Gucci. Et ça commençait à déranger parce que les gens disaient qu'en fait elles prenaient trop le melon, elles voulaient avoir leur jet privé, elles voulaient avoir leur chef, elles voulaient avoir les meilleures suites. Ils ont essayé un peu de freiner tout ça et de redonner l'attention aux vêtements. Donc ils ont décidé que les mannequins allaient être de plus en plus transparents. Donc filiformes, sans sourire et devenir des cintres. Donc ça a commencé comme ça, donc pour un peu éclipser les supermodèles. Et en même temps est venue la mode de l'héroïne chic. Donc c'est dans les années 90 en fait, et l'héroïne chic en fait c'est un look qui reflète la mode de vie, celui de la dépendance à la drogue. Et pour avoir le look, le teint doit être blafard, le visage émacié avec des joues creusées, des cernes doivent sembler dater de 5 jours sans se laver, tout ça. Ah ça j'ai. Ouais moi aussi, mais moi je me lave. J'ai juste un gosse qui dort pas, mais je me lave, vous inquiétez pas. Et il faut avoir, il y avait aussi le côté cheveux raides, tu vois, cheveux raides un peu sales, les habits un peu grunge, tout ça. Et ça, vraiment, ça aurait été acceptable. Le cheveu sale, grunge, ça. Mais le problème, c'est que, en fait, l'esthétique était vraiment liée aux troubles alimentaires et à la prise de drogue. Donc, cette trend, comme je te disais, est apparue dans les années 90 dans le milieu fashion, artistique et photographe, tu vois. Et en fait, il fallait avoir l'allure d'une junkie sous-alimentée. Et c'était vraiment la classe ultime. Donc, les corps décharnés, les regards tristes, vides, sont une source d'inspiration mélancolique. Et donc, c'est des modèles comme Gia Karangani, qui était héroïnomane et d'ailleurs qui est mort d'une overdose, qui était vraiment, en fait, la quintessence de la beauté, tout le monde voulait lui ressembler. Et donc, beaucoup des mannequins comme Kate Moss, qui était appelée la Brandy, ont commencé à émerger et les gens voulaient devenir de plus en plus minces. Et c'est vraiment dans les années 2010 où les filles comme il y avait Jennifer Lopez, un peu Kim Kardashian, un peu Beyoncé, qui sont arrivées avec des formes et du coup, le côté filiforme est un peu disparu et les filles voulaient devenir plus des modèles Instagram que des modèles défilés. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à remplir un peu les pantalons et à se dire qu'ok, faire du 40, c'est tout à fait normal. Et même si une fois on n'avait que deux mannequins gros sur 40, ça s'appelle d'ailleurs le fat washing, c'est le fait en fait de mettre deux grosses en avant pour se dire oui on est inclusif mais derrière tout le monde fait du 32. Donc, je sais pas si tu sais mais la plupart des mannequins font entre du 32 et du 36 qui est pas une taille en fait normale quand tu fais 1m80, je pense en tout cas. Et donc du coup dans les années 2010 ça a un peu disparu, les filles voulaient avoir des rondeurs, mais là ces derniers temps l'héroïne chic revient en force et notamment c'est un peu encore une fois c'est des influenceuses comme Kim Kardashian qui a dû perdre beaucoup de poids pour rentrer dans la robe Marilyn Monroe, je sais pas si ça a suivi. Exactement. C'était pour le Met Gala de 2022. Elle a perdu 16 kilos. 16 kilos. 16 kilos en quelques semaines pour entrer dans sa robe et du coup et quand elle a perdu le poids là en fait elle est restée dans le côté très mince, très blonde et du coup les gens ont dit que l'héroïne chic des années 80 revient en force, mais encore une fois c'est troubles alimentaires et elles disent pas qu'elles ont un chef qui leur cuisine, qu'elles se tuent au sport et surtout qu'elles ont fait beaucoup d'injections et de chirurgie esthétique. Donc les gens veulent atteindre un nouveau idéal qui n'est pas soutenable quand tu es une femme qui mange et qui se nourrit tous les jours. Et donc voilà,
c'est un peu ça. Et donc, tu sais d'où vient un peu les mannequins minces et pourquoi maintenant c'est un peu choquant parce que dans les années 2010, donc on était revenu à une norme plus ou moins acceptable. Et là, au dernier défilé, on voit qu'il y a de moins en moins de mannequins. Toi, tu l'as vu dans les derniers défilés? Franchement, ouais. Moi, je regarde beaucoup les défilés que je préfère. Okay. Et souvent, c'est les défilés les plus inclusifs, souvent, c'est les petites marques. Tu vois, les marques londoniennes, les marques américaines qui font même défiler parfois des femmes en chaise roulant, fauteuil roulant, tu vois. Mais les grandes marques font défiler que des filles, mais très, très minces. Quand je dis mince, c'est, tu vois leurs os dépasser des épaules, tu vois des clavicules, mais tout le monde a des clavicules, mais des clavicules. Et si les os aussi sur la poitrine, tu vois que les filles ne mangent pas, en fait, tu vois. Ouais. Tu vois que les filles ne mangent pas. Et c'est choquant parce qu'on s'est dit, est-ce que c'est un retour en arrière? Donc voilà, c'est un peu ça. Mais j'avais, parenthèse, mais j'avais une amie qui travaillait, elle retouchait en fait les photos des défilés du coup. Okay. Tu sais, les photos qui sortent ensuite dans la presse. Ouais. Et on lui demandait d'essayer d'effacer les os justement pour pas qu'on voit qu'elles sont trop maigres, pour pas qu'il y ait un backlash trop grand dans la presse. Ouais. Du coup, elle devait gommer un peu justement ce que tu disais, la cage thoracique, etc. Vraiment des os qui ressortent et vraiment on voit que c'est de la malnutrition. Mais c'est ça. Et je trouve ça fou qu'on lui demande vraiment clairement de faire ça. C'est vraiment dingue. Le plus horrible, c'est que c'est même pas genre malsain, c'est vraiment considérer des femmes comme des objets en fait. Ce qu'ils veulent, c'est créer une robe et que la robe puisse rentrer dans 36 femmes. Et c'est pas atteignable, mais surtout c'est pas normal en fait. Mais je savais pas que c'était lié justement au fait que les marques se sentaient menacées par. D'ailleurs ils ont un documentaire qui s'appelle Des Supermodèles qui est sorti sur Apple et allez le voir, il est vraiment très cool. Et ça explique un peu la fin des grands top modèles et elles étaient clairement en fait devenues une marque à part entière en fait. Et donc du coup ça les arrangeait pas et je pense que dans la mode c'est vraiment une guerre d'ego et ce qu'ils veulent eux à la fin de la journée c'est vendre des t-shirts et des strings, donc en soi ils s'en foutent de le vendre sur une feuille. En fait ils disaient ils pouvaient aller dans les pays de l'Est et avoir 10 mannequins pour une Naomi Campbell, tu vois. Donc, ils se disaient, c'est plus logique de prendre 10 mannequins et de rendre ça à la mode et plutôt que d'avoir une Naomi Campbell. Ok, toujours les marques, toujours le capital. Toujours. Comme tu le disais, même s'il y a eu un petit peu plus de visibilité pour les mannequins grande taille, et encore, quand on dit mannequin grande taille, c'est un peu risible parfois, c'est de la taille 40, quoi. Et il y a vraiment un retour inquiétant de la maigreur et j'ai lu un article du coup de notre ami Anthony Vincent sur Mademoiselle qui s'appelle « Comment la mode se lasse du body positive et revient à la maigreur héroïne chic ». D'ailleurs tout à l'heure je parlerai un petit peu plus du mouvement body positive et en gros il explique que c'est aussi la tendance à la mode Y2K donc des années 2000 qui a été vraiment ramenée c'est redevenu à la mode en fait, c'est toujours un cycle la mode qui a un peu aussi ramené l'esthétique héroïne chic des années 90 parce que t'as les micro-jupes, des crop tops et dans l'imaginaire des gens, y a que les personnes maigres qui peuvent porter ça alors que on peut porter ça sans faire du XS, mais enfin bref. Et que du coup, ça glorifie effectivement cette maigreur et que, comme tu disais tout à l'heure, qui est associée du coup avec l'esthétique héroïne chic à la consommation de drogue et que du coup ça remettait en avant des silhouettes ultra maigres, ultra minces et surtout ça peut encourager un comportement malsain. Par exemple, il y a un grand retour de tout ce qui est astuce un peu ce qu'on appelle pro-ana, donc pro-anorexique. Il y a certaines personnes aussi qui partagent des astuces sur les réseaux sociaux en détournant des médicaments. Par exemple, on en avait parlé une fois dans un épisode, l'Ozempic qui est un traitement du diabète et qui les gens conseillent ça pour perdre du poids, donc c'est catastrophique. Et donc voilà, en tout cas, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans son article, Anthony Vincent, c'est qu'aussi il dit le but c'est pas non plus de stigmatiser les personnes qui peuvent être minces mais qui pour autant mangent bien, mangent à leur faim. On peut être mince et en bonne santé. La bonne santé n'a pas de taille. Mais ce qui est problématique, c'est que l'industrie de la mode, en fait, promeut la minceur, voire la maigreur, comme un peu le seul critère qui serait valide et qui serait un critère de beauté, quoi. C'est surtout ça le problème. Et tout à l'heure, tu parlais des influenceuses, tu sais, en 2010 et tout, un peu le retour aux formes. Et ça, je m'y suis un peu intéressée. Et surtout à Kim Kardashian, comme tu disais tout à l'heure. Qui est une des femmes les plus influentes au monde, il faut le dire. C'est ça.
Et donc, il y avait cette mode, on va se le dire, des grosses fesses. Et là, un retour en arrière un peu sur son esthétique. Et donc, je voulais en parler. J'ai l'impression que, c'est pas une impression, c'est qu'il y a un peu, c'est la fin un peu de l'appropriation culturelle. Voilà, elle surfait un peu sur l'archétype de la femme noire. Maintenant, elle surfe plutôt sur l'archétype de la femme blanche, sophistiquée, mince. Qui sort avec Timothée Chalamet. Avant, c'était plutôt des rappeurs noirs. Et je trouve ça intéressant de revenir, du coup, sur la mode des grosses fesses, sur laquelle Kim surfait, pas que Kim, mais en gros beaucoup Kim. Et j'avais écrit à l'époque un article sur le média du coup Mademoiselle, où j'avais interviewé Rokhaya Diallo, parce qu'en fait elle avait sorti un documentaire sur les fesses, justement sur les grosses fesses, qui s'appelait Bootyful, donc c'est un jeu de mots, booty, donc les fesses en anglais, et beautiful, donc beau. Et donc j'aimerais bien vous en parler un petit peu. En gros, j'avais discuté avec elle et en fait, elle expliquait qu'il y a eu une grande variation dans l'histoire à propos de l'appréciation des fesses. Et donc, en gros, les fesses étaient considérées comme un critère de beauté à plein d'époques différentes, comme par exemple pendant la dynastie Ming en Chine, où en fait, on rajoutait des espèces de croupes aux robes. C'est des espèces de trucs derrière, quoi, pour avoir des fesses plus grandes, plus grosses. Et que c'est seulement en fait à partir de l'époque coloniale que les fesses ont été racialement stéréotypées. C'est-à-dire qu'on a accolé les grosses fesses notamment aux personnes noires. Ça a été associé aux femmes noires spécifiquement. Par exemple, elle m'a dit, je sais pas si tu vois qui c'est, la Vénus Hottentote. Oui. Voilà, c'est celle qui était exhibée dans les Exactement. En fait, son vrai nom, c'est Sarah Bartman. Et c'était une femme originaire d'Afrique du Sud. Et en fait, elle a été enlevée, déportée en Europe et exposée vraiment comme un monstre, comme une curiosité dans des foires parce qu'elle avait des grosses fesses. Et donc, c'est vraiment, je trouve, bien représentatif de ce qui se passait à l'époque coloniale et ce qui se passe encore maintenant, puisqu'on... c'est pas fini. Et donc, en fait, après ça, les grosses fesses, il y a eu une grosse fascination... et un peu répulsion aussi. Oui. C'était un peu les deux. C'était un peu... Genre, c'est beau pour eux, mais chez nous, c'est pas classe, quoi. Exactement. C'est exactement ce que Rokhaya Diallo expliquait. En fait, les grosses fesses étaient admirées. Bon, alors pas trop dans le milieu bourgeois parce qu'il y avait quand même un culte encore de la minceur qui était toujours valorisé. Mais comme par hasard, la fascination qui était associée aux grosses fesses, c'était principalement réservé aux femmes non noires. Oui. Parce que quand c'était des femmes noires, ça faisait vulgaire. Quand c'était des femmes non noires, c'était cool. C'était la nouvelle mode. Comme je me souviens quand tout le monde parlait des fesses de J-Lo avec le recul. Voilà. Elles étaient pas si grosses que ça en fait. Et Kim Kardashian du coup a adopté cette esthétique, donc associée aux femmes noires, et a un petit peu popularisé cette silhouette, en tout cas auprès du public, du grand public et surtout des personnes non noires. Et Rokhaya a expliqué que dans son documentaire, il y a donc la poétesse Kiyemis qui disait que la société valorisait les grosses fesses, mais seulement sur des corps blancs, ou en tout cas non noirs, et des corps surtout minces. Enfin, en tout cas, c'était des gens avec une taille fine, un dos étroit, un ventre plat, ce qui est assez rare quand même comme morphologie. C'était pas... on disait pas, vive les gros corps, c'était vraiment juste les grosses fesses. Même les body positives, mais là, dans la mode, c'est rarement autre chose que des 8, tu vois. Exactement. C'est vraiment le corps en forme de sablier, quoi, la taille très fine. Et en fait, maintenant que c'est devenu un petit peu mainstream, tout ça, les Kardashian font machine arrière. Elles ont retiré leur implant. Comme tu le disais tout à l'heure, Kim a fait un régime, par exemple, pour rentrer dans sa robe, etc. Il y a un retour de la minceur sur les podiums. Et il y a des chiffres, justement, qui sont sortis fin septembre sur la Fashion Week. C'est des données qui ont été collectées par Vogue Business. Et il y a le 20 minutes, du coup, qui a repris ces chiffres-là. Et en gros, sur plus de 9000 tenues dévoilées au cours des 219 derniers défilés à New York, Londres, Milan et Paris, il y a 95,6% qui ont été présentés par des mannequins de taille comprises, comme tu le disais, entre 32 et 36. Et les grandes tailles, donc 44 et plus, elles étaient représentées que à 0,6%. Et les tailles moyennes, donc du 38 au 42, 3,8%. Donc vraiment, il y a du chemin. Enfin, c'est vraiment pas l'inclusivité dont on nous parle tout le temps. C'est vraiment minime, quoi. Et en plus de ça, là, on parle de morphologie, mais il y a aussi le manque d'inclusivité sur les podiums en termes de race. Et justement, il y a je crois que c'était l'épisode d'avant ou celui d'avant encore. Je parlais du coup dans mes recommandations culturelles du livre Corps noir, réflexion sur le mannequinat, la mode et les femmes noires de Christelle Bakima Ponza. Je sais pas si tu l'as lu. Non. Faut que tu le lises, il est trop bien. Okay. C'est un livre qui parle de ça, qui parle du manque de représentation, surtout des corps noirs féminins dans le monde de la mode en France spécifiquement.
Et que voilà, la figure en gros du mannequin idéal, c'est une femme blanche, c'est une femme mince. Et que le peu de fois il y a des femmes noires, c'est très exotisant et il y en a pas beaucoup. Et surtout, j'ai remarqué, c'est quand même un physique qui reste accepté par les critères eurocentrés, quoi. Ouais. C'est un petit nez, c'est des traits fins, et souvent grandes, c'est un idéal fantasmé parce qu'elles sont souvent sans cheveux, très très foncés, tu vois, très très foncés. Et même souvent il y a eu un backlash avec le Vogue UK. En fait, ils avaient mis c'était un numéro spécial femme noire et ils avaient foncé encore plus les corps qui avaient l'air presque bleu, qui avaient l'air presque bleu sur la couverture. Et les gens me disaient en fait, tu vois, souvent ils font genre les femmes très très foncées avec les femmes très très blanches, genre en mode comme si c'était un peu genre un truc, un objet de fascination. Ouais, vraiment, c'est ça, c'est un peu la femme noire fantasmée, cliché, comme tu le disais. Et vraiment, le fait que ce soit toujours des femmes noires avec le crâne rasé, qu'on voit pas leurs cheveux crépus, ça me fait trop penser à avant, pour te dire que les choses n'ont pas changé. À l'époque, par exemple, de l'esclavage, où on demandait justement aux esclaves noirs, aux femmes noires, de cacher leurs cheveux parce que ça séduisait trop les hommes blancs, tu vois. D'ailleurs, j'ai appris que c'était dans les îles qu'a commencé tout l'amour de porter le foulard, tout ça, parce qu'en fait, elles n'avaient pas le droit de monter leurs cheveux, donc elles faisaient leur toilette avec des beaux foulards. C'est ça, exactement. En fait, on leur empêchait de montrer leurs cheveux, du coup, avec des beaux foulards, elles faisaient... en tout cas, aux Antilles, on appelle ça marée-tête. Ok. Et c'est plein de nœuds, plein de jolies choses avec les foulards, donc un peu pour contourner le truc, comme on sait bien le faire. Voilà. Et est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu plus, là on a parlé de la maigreur, mais peut-être parler des mannequins grande taille, est-ce que ça a évolué, est-ce qu'il y en a un peu plus? Bon, on a vu que non, mais... Oui, mais en tout cas, en 2017, il y a une loi qui a introduit le certificat médical obligatoire pour les mannequins pour attester de leur bonne santé. Et la même année, LVMH et Kering ont signé une charte qui s'engage à supprimer de leur demande de casting des mannequins qui font du 32. Mais encore une fois, on voit que ça n'a pas été respecté. Et tu sais, la mode, c'est un peu comme partout, ça marche au buzz et aussi, du coup, au bad buzz. Ça veut dire qu'à un moment, il y a eu je pense qu'on parlait plus, mais il y a tout le mouvement des militantes body positive qui disaient, écoutez, la femme moyenne fait du 42, du 44, c'est pas normal qu'on voit que des femmes qui font du 32 sur les podiums. Donc, les marques ont commencé à intégrer des personnes plus size dans leur défilé. Et je pense qu'on vraiment peut citer aussi Rihanna qui a vraiment bousculé les choses avec Fenty et Savage lingerie. Et c'est une des seules aussi à mettre en avant des corps d'hommes gros, en fait. Parce que là, on parle souvent des femmes grosses, mais les hommes gros sont vraiment inexistants. J'ai jamais vu un homme gros défiler. Et je suis dans la mode depuis 2013 maintenant et j'ai jamais vu un homme gros défiler. Il y en a parfois bien sûr, dans les invités, mais non, jamais sur les podiums. Et donc, moi, je pense que ça va évoluer tant qu'on veut leur imposer, mais je pense qu'en fait, c'est tellement plus facile pour eux d'avoir un prototype d'habit qui va à tout le monde. Ça a vraiment jamais changé, mais oui, c'est un peu hypocrite. Et comme je disais, si maintenant on parle, toi et moi, on peut citer que quelques mannequins grande taille. Parce que oui, bien sûr, il y a des mannequins de grande taille, on peut citer Ashley Graham, qui pour moi n'est pas une grande taille. C'est clair, c'est mid-size. Ouais, c'est vraiment mid-size. Il y a aussi Precious Lee qui a explosé il y a pas très longtemps. Et il y a aussi Paloma Alcécer que j'ai vu un peu partout dans les Fashion Week. Et pour moi, c'est pas des grandes tailles. Tu vois, pour moi, une grande taille, je sais pas si tu vois, c'est qui Tess Holiday. Elle, pour moi, c'est une grande taille. C'est une fille qui a du ventre, qui a des cuisses qui se touchent. Voilà, c'est ça, en fait. Et ça qu'on veut voir parce que les vêtements sont achetés par plein de personnes, pas que par des femmes minces. Et je pense que c'est important, la réglementation, et je pense que ça va changer parce que les gens ne se taisent plus, en fait. Et comme on dit, Internet est devenu un village, tout le monde a droit à la parole, tout le monde a droit à aussi, à pas la cancel culture, mais à pointer du doigt, comme par exemple Victoria's Secret, qui a changé leur fusil d'épaule parce que les gens disaient, attends, il y a pas de personnes trans, il y a pas de personnes grosses. Et au début, ils ont dit, mais nous, on fait pas ça pour les personnes trans et les personnes grosses. Ils ont fait faillite, tout ça. Et maintenant, ils ont fait un nouveau show en mettant les personnes trans, en mettant les personnes grosses, parce qu'en fait, ils ont pas le choix. Maintenant, en fait, on est obligé d'être un peu inclusif pour juste être Instagram friendly, si je veux dire. Donc, ils vont le faire à contre-cœur, mais ça va changer, je pense. Pas assez vite. Ouais, mais je pense même au-delà de la représentation, il faut aussi qu'il y ait des changements plus systémiques, parce que la grossophobie, c'est systémique. Et au-delà de juste mettre 2-3 mannequins grosses, aussi peut-être aussi, réfléchir juste. Parce que tu parlais tout à l'heure de prototype, et moi je me posais la question parce que oui, ok, d'accord, c'est plus facile d'avoir un prototype qui fait 36, mais je sais pas, ils se cassent la tête à faire des défilés de ouf, ils peuvent pas se casser la tête pour faire d'autres prototypes, tu vois, des trucs comme ça, des changements
concret au-delà de juste mettre une Ashley Graham qui fait je sais pas combien, mais qui et aussi moi je pense qu'on t'a dit c'est vraiment systémique, c'est parce qu'en fait tout est lié. Il y a les directeurs de casting, mais aussi les journalistes. Et même s'il y a 5 obèses ou 5 grosses sur les défilés et que dans les journaux et dans les magazines, on continue à promouvoir la maigreur, ça n'a jamais changé. Oui, je pense que ça a vraiment... déjà, les personnes en place doivent changer et doivent être plus inclusives parce que c'est bien beau de mettre... de les exposer dans les défilés. Mais c'est au jour le jour, quand on va faire les courses, on voit que des personnes minces dans les panneaux de publicité, ça n'a rien changé en fait. Ouais, et tout à l'heure, t'évoquais le mouvement body positive, et du coup, je voulais revenir un peu dessus, peut-être en parler un peu. Et du coup, donc la définition du body positive, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est un mouvement social, culturel, qui est censé promouvoir l'acceptation, l'appréciation de tous les types de corps, indépendamment de leur forme, de leur taille, de leur apparence, et même de leur capacité physique. Donc, par exemple, les personnes qui ne sont pas valides. Et en gros, ça encourage les personnes à s'aimer, à embrasser leur corps tel qu'il est, sans se sentir, en fait, obligées de se conformer aux normes de beauté qui sont souvent irréalistes, qui sont, comme on le disait, perpétrés par la mode, par la société, par les médias, par la pub, et j'en passe. Et donc, en gros, c'est célébrer la diversité des corps, faire en sorte qu'il y ait une plus grande représentation des différents types de corps dans les médias, la mode, la publicité, voilà. Et donc, il y a eu, c'est comme ça a l'air tout beau, tout mignon, mais il y a eu quand même pas mal de critiques à propos de ce mouvement. Alors d'abord, il y a eu des critiques clairement grossophobes, des critiques qui soutiennent que la promotion du body positive, ça encouragerait le surpoids ou l'obésité, ce qui est complètement faux. Factuellement, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Peut-être que tu veux élaborer. Mais non, c'est comme les gens qui te disent oui, parce qu'on voit plus de personnes cuir et il y a plus de gays. C'est pas une épidémie, il faut arrêter, en fait. Non, c'est vraiment des gens bêtes. Les gens gros sont là, les gens queer sont là, ça va pas encourager. Ils étaient là avant Instagram, ils seront là après Instagram, en fait. Exactement. Il y a d'autres critiques qui sont, pour le coup, plus fondées. Il y a certaines personnes qui affirment que le mouvement, en fait, ça n'inclut pas les expériences, surtout des groupes marginalisés, par exemple les personnes racisées, les personnes handicapées, les personnes transgenres. Tu l'as dit, même quand il y a des marques qui se réclament un peu body positive, inclusive, souvent c'est juste un type de personne et encore une ou deux personnes, quoi. Il y a aussi des personnes qui critiquent le fait que ça peut être aussi de la positivité un peu toxique, dans le sens où on dit aimez-vous, faut que vous ayez une estime de vous équilibrée à tout prix, et c'est pas toujours possible, et c'est dur en fait quand on est dans une société qui continue sans cesse de nous stigmatiser. Par exemple, moi j'avais écrit un article pour le média Manifesto 21 qui s'appelle Noir et queer, comment définir sa beauté à la marge de la marge. Et en fait, pour moi, on a beau parler, par exemple, d'antiracisme, de mettre des femmes noires une fois tous les 10 ans en couverture, en fait, nos corps, ils continuent dans la société d'être fétichisés, sexualisés, objectifiés. Et donc, quand il t'arrive tout ça et que t'as des personnes qui te disent à tout prix, il faut t'aimer, je trouve ça hyper dur et parfois hyper culpabilisant. Tout le monde ne part pas du même point de départ et tout le monde ne peut pas ou n'a pas envie en fait d'être résiliente à tout prix. Et je suis hyper d'accord avec ce point-là. D'ailleurs, il y a Megan Thee Stallion, la rappeuse, qui dit bad bitch have a bad day too. Et c'est vrai, en fait. Et c'est nous être tristes, en fait. Et nous être tristes, nous trouver moche. Je jure, mais oui. C'est clair, on peut se trouver moche parfois. Laissez-nous tranquilles. Et il y a aussi d'autres critiques qui disent que le mouvement a été commercialisé par pas mal d'industries. Le mouvement body positive, je le rappelle. Par exemple... au hasard, l'industrie de la mode et de la beauté. Et donc, en gros, c'est devenu... par exemple, les personnes grosses, les personnes noires sont devenues un petit peu des symboles pour montrer patte blanche, pour dire, on est inclusif. Mais il n'y a pas vraiment de réel changement systémique. On en parlait juste avant. Donc moi je trouve que ces critiques, à part la première critique qui est clairement grossophobe, je les trouve recevables. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, moi je suis d'accord. Mais quand même, je trouve ça cool que ça existe. Et je trouve juste que... je suis pas en train de dire c'est pas bien le mouvement body positive, je pense juste qu'il faut qu'il évolue. Je pense que le truc un peu en surface, c'était cool au début pour retenir l'attention des marques, mais que maintenant il faut aller plus loin et il faut voir plus loin et il faut vraiment opérer des changements concrets, que ce soit sur les podiums, derrière les podiums, dans les pubs, etc. Ça devient une norme en fait. Voilà. Ça doit être la norme d'être tel qu'on est. Voilà. Exactement. Belle conclusion. Merci.